Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. C'est normalement ce mois-ci qu'elle aura lieu. La conférence d'entente nationale tant attendue se prépare. Aucune date annoncée pour l'instant, même si les consultations vont bon train. Une conférence d'entente nationale dite pour analyser les causes profondes du conflit malien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand dialogue de ce jeudi 2 mars 2017. Vous l'aurez compris, on va parler de la future conférence d'entente nationale tant attendue. Quels sont les enjeux de cette conférence d'entente nationale? Pourra-t-elle résoudre les mésententes entre les Maliens? Comment et quand va-t-elle s'organiser concrètement? Pour nous éclairer sur ces questions, avec nous sur ce plateau, Maître Boubacar Karamoro Koulibaly de l'URD, donc de l'opposition, Ibrahim Ikassa Maïga, il est enseignant et analyste, Boulan Baro, il est lui du Sénit Faso Yiriwaton, donc de la majorité, Maître Abdoulaye Ben Mamata Touré, avocat et analyste, sera avec nous très bientôt dans ce studio. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Sedoumo. Le grand dialogue. C'est l'une des dispositions très attendues de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La conférence d'entente nationale vise à poser un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Ibrahim Ikassa Maïga, vous êtes enseignant et analyste. On va commencer par vous. Quels sont les enjeux de cette rencontre intermalienne prévue ce mois de mars? Bonsoir à tout le monde, bonsoir M. Touré et à vos auditeurs, bonsoir à M. Koulibaly et Boulamba. Cette conférence d'entente nationale a des enjeux très très importants à s'en tenir au contenu de l'accord, et il semble que c'est ce qui devrait servir de ciment à tout ce qui est disposition majeure de l'accord. Mais nous déplorons simplement que les organes de mise en œuvre de l'accord, notamment l'État, aient pris autant de distance pour l'organiser. Même si encore nous restons sur notre fin, puisque nous sommes déjà au mois de mars et ça ne se profile pas encore à l'horizon, les contours ne se précisent pas, la date n'est pas annoncée, les thèmes de référence, j'imagine, ne sont pas assez précis, et même pour les participants, parce que je pense que de ce point de vue ça pose problème. Donc d'où l'enjeu majeur de dire qu'est-ce que la connotation nationale signifierait, puisque les signataires de l'accord ne l'entendent pas nécessairement de cette oreille. Alors quand vous dites que l'État prend autant de distance... parce que ce qui devrait être un préalable à mon sens, parce que voyez un peu la logique de l'accord, c'est un accord intermalien a priori. Donc, alors, si c'est intermalien, ça veut dire ça engage le peuple malien. Alors, je pense que la première des choses, c'est la frange du peuple malien qui n'était pas aux négociations, qui n'était pas à la signature et qui ne connaissait pas nécessairement le contenu exact de l'accord, devrait être invité à prendre connaissance de cet accord. D'où la nécessité d'organiser préalablement la conférence dite d'entente nationale. Vous pensez que ça aurait dû être le premier pas d'ailleurs dans l'application de l'accord? Dans les tout premiers mois de la mise en œuvre de l'accord, ce devrait être ce préalable-là qui devrait être au centre des préoccupations. Ensuite, on identifie les enjeux, on identifie les domaines prévus par l'accord, on identifie les personnes à responsabiliser et on les renvoie à leurs tâches. C'était ce qui devrait être fait. Parce que, voyez, l'accord, le peuple malien ne comprend pas encore ce que ça contient. On découvre au fur et à mesure, comme si on sort d'une boîte magique tel aspect de la chose, les gens ne comprennent pas, il y a des levées de boucliers. Vous voyez un peu ce qui s'est passé avec ces autorités intérimaires. On ne devrait pas en être là juste pour c'est un bout de phrase dans l'accord et dans l'annexe 1 de l'accord qui suggère les autorités dites intérimaires. Vous voyez ce que ça fait. Et si on devrait en faire autant pour toutes les dispositions de l'accord, je me dis qu'on n'en finirait pas.
Merci, Maître Boubacar Karamoko Coulibaly. Vous êtes de l'URD, de l'opposition. Ça fait plaisir quand on parle de conférence d'entente nationale de voir la majorité et l'opposition assis côte à côte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Mamadou Ibrahim Ikassa dit par rapport au préalable? Est-ce que la conférence d'entente nationale aurait dû être le préalable de l'accord, de l'application de l'accord? Absolument. D'autant plus que ce n'est un secret pour personne que nous avons demandé à corps et à cri à être associés aux négociations d'abord et ensuite aux conclusions des négociations jusqu'à la signature. Même après la signature, on n'a pas eu l'élégance politique de nous appeler pour nous dire voici ce qui a été fait. Comme nous sommes aux affaires, nous avons pris la responsabilité de le faire, mais somme toute, vous êtes une composante aussi de la politique malienne. Nous devons vous informer de ce qui s'est passé et voir comment on peut arriver à l'endosser ensemble. Mais cette démarche a manqué. C'est pourquoi nous avons dit que c'est tout sauf un accord inclusif. C'est un accord dans lequel nous ne nous reconnaissons pas au niveau de l'opposition. Mais vous savez, j'ai une autre approche par rapport à cette affaire. Parce que je le dis haut et fort, cet accord n'est pas un accord intermalien. Cet accord a été rédigé par les médiateurs et il a été imposé aux parties maliennes. Mais une conférence d'entente nationale pour que les gens se parlent et accordent leur violon est quand même une bonne chose. Mais pourquoi finir par ce par quoi on devait commencer? Vous êtes d'accord avec moi que c'est une bonne chose? Quoi? Une conférence d'entente nationale. Mais se parler, c'est toujours bien dans un pays se parler. Si vraiment c'est dans le sens d'arrondir les angles, de bien faire les choses, c'est toujours bien de se parler. Moi, franchement, on n'avait pas besoin d'aller faire 1 mois, 2 mois, 3 mois en Algérie pour sortir avec un texte comme ça. On aurait pris entre nous, Maliens. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs ancien ambassadeur du Mali en Algérie. Justement, on aurait pris entre nous, Maliens, on se connaît, la responsabilité de nous retrouver ici, ou à Kidal, ou à Tombouctou, se parler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on allait s'insulter, on allait peut-être se frapper, on allait se bouder, mais on allait pouvoir se retrouver autour de quelque chose et on allait en sortir grand. Et plus jamais on aurait parlé de rébellion dans ce pays. Mais tant que c'est porté par d'autres, parce que cet accord, le gouvernement, je rappelle, avait 12 pages de réserve contre cet accord-là. Enfin, en tout cas, quand il arrivait pour la dernière séquence, il avait 12 pages de réserve par rapport au texte qui lui avait été soumis. Et la partie dite rebelle en avait autant, en tout cas en termes de réserve, ils en avaient. On leur a tous les deux dit, tu mets ça de côté, nous voici ce qu'on vous propose, à prendre ou à laisser, mais vous ne reviendrez plus ici. On signe ou rien. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un projet d'accord intermalien. C'est un projet qui a été imposé aux parties maliennes. Et les parties maliennes se sont senties assez robustes pour l'endosser et au point, en termes même d'arrogance, d'ignorer une grande partie de la nation malienne pour ne pas l'associer à tout cela. Donc, franchement, aujourd'hui, nous avons d'autres termes de référence. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit haut et fort. Le pays traverse d'énormes problèmes. Cette conférence dite d'entente nationale, qui encore une fois peut être une bonne opportunité, somme toute, même si on aurait dû être, comment dirais-je, le préalable. On peut, par rapport aux grandes questions aujourd'hui qui assaillent le peuple malien, le quotidien du Malien, on aurait pu profiter de cette conférence d'entente nationale qui n'est pas une conférence souveraine. Personne ne le demande. Personne ne demande qu'à l'issue de cette conférence que ce gouvernement-là se mette de côté ou le régime se mette de côté. Mais si, dans le cadre d'une démarche citoyenne, on s'était retrouvé autour des grands problèmes de la nation, y compris tout ce qui est indiqué ici, on serait en sorti avec, comment dirais-je, un vade-mecum que le gouvernement serait chargé d'appliquer. Alors, on a vu et chacun dans son domaine. L'opposition serait là pour voir si comment cette feuille de route est appliquée ou pas.
Personne ne cherche à faire partir le gouvernement ou à faire partir le régime. Personne ne demande une conférence souveraine. Nous disons seulement une conférence citoyenne entre nous. On profite de cela, on balise tout, on donne une feuille de route à la sortie de ça au gouvernement. Il l'applique jusqu'à la fin de son mandat. Merci. Alors, le temps de faire réagir, Boulan-Barrot du CENI de la majorité. Alors, quelle est votre lecture de la chose par rapport à cette conférence d'entente nationale? Est-ce que vous êtes d'accord que ça aurait dû être le préalable, comme les deux précédents interlocuteurs? Le préalable, je ne le dirais pas forcément, mais seulement avec l'intervention du camarade de l'opposition, je tiens à le rappeler qu'effectivement, bien avant même la signature de l'accord, on aurait dû aller vers une conférence d'entente nationale, encore l'appellation qu'on peut donner, pendant la transition. La transition était le moment le mieux indiqué pour organiser ce genre de conférence. Mais qui s'est opposé à cela? Je pense que pendant la transition, c'est surtout ça que nous on voulait. On pouvait, mais pour des raisons de positionnement. Mais pendant la transition, on serait allé justement à cette conférence d'entente nationale sans ces ex-rebelles, les belligérants de l'époque. Non, on peut aller. Les ex-rebelles à l'époque n'étaient même pas au Mali. C'était les terroristes qui occupaient la zone nord. C'est ML-là qui nous a créé tous ces problèmes-là à l'époque. N'étaient pas au Mali. C'était le Moudjao et autres choses qui occupaient le nord du Mali. C'est à ces moments précis que les gens, en tout cas politiquement, certains partis politiques comme le nôtre, on demande, les Sénégalais facilitateurs, on demande à ce qu'il y ait une conférence d'entente nationale pour qu'on puisse réfléchir à fond sur la crise qui assaille la partie nord de notre pays. Mais il y a une partie, disons FDR, qui sont opposés à cela. Et maintenant, on a été contraints par le fil des choses à aller vers un accord cadre. Là aussi, ça a été discuté à Ouagadougou. C'est en dehors du Mali qu'on a obtenu l'accord cadre. On revient, on essaye de... Cet accord qui a permis d'ailleurs d'aller aux élections. Alors, maintenant, c'est à partir de l'accord cadre de Ouagadougou qu'il a été imposé aux Maliens que lorsqu'on va avoir un président de la République, on sera tenu à aller négocier ailleurs. Donc moi je pense que l'histoire est récente et aujourd'hui les débats portent sur quoi? L'opportunité de la tenue de la conférence d'entente nationale en ce moment-là. Je pense que cela ne souffre d'aucune ambiguïté et que l'opposition vient de reconnaître qu'il est toujours bon qu'on donne l'opportunité aux Maliens de se parler. Donc c'est l'occasion, mieux vaut tard que jamais, qu'on s'asseye, qu'on se parle. Et je pense que l'opportunité aujourd'hui est sans aucune ambiguïté, il faudrait que les Maliens et Maliennes saisissent cette opportunité-là, qu'on accepte une fois de plus de parler en termes maliennes. Parce que depuis le déclenchement de la crise, que les Maliens n'ont pas eu la chance de se retrouver en termes maliennes. Merci Boulan. Soit c'est à Ouagadougou, soit c'est en Algérie. Et maintenant, c'est l'occasion trouvée pour nous tous de s'asseoir et de parler du Mali, rien que du Mali. Merci. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, vous êtes avocat et analyse. Quelle est votre lecture par rapport à la conférence d'entente nationale? Est-ce que, comme certains des prédécesseurs l'ont dit, elle aurait dû être le préalable dans l'application de l'accord? Est-ce qu'on aurait dû commencer par là? Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs du studio Tamani. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand on regarde même le chronogramme des activités tel que cela est prévu dans l'accord, on devait passer par cette conférence d'entente nationale inscrite au chapitre des fondements pour un règlement durable du conflit. Parce que nous savons tous qu'on a eu des conflits récurrents pendant très longtemps et il fallait commencer par cette conférence d'entente nationale. Pourquoi? Parce que l'accord qui a été négocié à Alger, on l'a dit en son temps, c'est un accord pour la paix, mais ce n'est pas un accord de paix. Donc ça veut dire simplement qu'il y avait des données qui devaient être confrontées avec les vues et les positions des différentes communautés. Donc ces données, une fois recueillies, allaient pouvoir servir dans la mise en œuvre efficiente de cet accord. Malheureusement, compte tenu également de tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu respecter cette phase-là. Et au jour d'aujourd'hui, la question de la conférence d'entente nationale se pose. Et l'une des problématiques que cela amène maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va faire cette conférence d'entente nationale juste pour accompagner la mise en œuvre de l'accord ou bien
bien on va faire cette conférence d'entente nationale pour perfectionner l'accord en prenant en compte certaines données qui n'ont pas pu être prises en compte tenu également du fait que le calendrier n'ait pas été respecté comme il le faut. Donc à ce niveau, je pense que le problème de la souveraineté même de la conférence peut se poser dans la mesure où dans les termes de référence, en tout cas les projets de termes de référence, il est mentionné à bien des égards que la conférence se tiendra dans les limites de l'accord. Donc ça veut dire, est-ce que les limites de l'accord, ça veut dire simplement qu'on n'apportera pas d'autres éléments qui n'ont pas été envisagés, ou bien ça veut dire simplement que tout ce qui va être débattu restera dans le strict cadre de l'accord et que cette conférence ne servira qu'à accompagner la mise en œuvre de l'accord. Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait d'abord une compréhension commune de cette conférence d'entente nationale, sinon ça risquerait d'aller dans tous les sens. À secondo, maintenant, les thématiques qui vont être débattues, nous avons vu également qu'il y a un glissement d'une nouvelle problématique qui est celle du centre. Parce qu'à l'époque de l'accord, on n'avait pas envisagé la question du centre. Mais dans les projets de termes de référence, il est dit que la crise du Nord va être envisagée. La question du centre également s'y est glissée. Aussi les questions de gouvernance sur le plan national. Maintenant, pour être rationnel, pour être efficace, est-ce qu'on va aller vers une conférence d'entente nationale qui prendra toutes les problématiques de gouvernance du Mali, ou bien elle se limitera à la résolution de la crise du Nord en prenant en compte la nouvelle donne qui est celle du centre. Donc il faut qu'on ait d'abord une compréhension commune de cette conférence d'entente nationale avant de pouvoir y aller. Merci maître. Je vous suggère, monsieur, de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani, conférence d'entente nationale. Est-ce qu'elle pourra se tenir d'ailleurs ce mois de mars, comme prévu Ibrahim Ikassa Maïga? Alors, au regard de tout ça, on n'a toujours pas de date. On est en mars, toujours pas de date. Est-ce que c'est possible, selon le calendrier de l'organisation, de pouvoir tenir cette conférence d'entente nationale ce mois de mars? Oui, merci M. Soué. Moi, j'ai une nette impression, parlant de l'accord et de sa mise en œuvre, j'ai une nette impression d'une navigation à vue. C'est comme si on veut y aller, mais on ne veut pas. Un pas en avant, deux pas en arrière, et nous pataugeons. Il aurait été très simple de s'asseoir autour de l'accord. Ce n'est pas autre chose que quelques pages en termes de documentation, en termes d'idées, en termes de compréhension. L'accord ne dit pas autre chose que de construire une maison Mali avec 4 piliers. Un aspect politique institutionnel, un aspect de défense et de sécurité, un aspect de développement socio-économique et culturel, et un aspect de réconciliation, paix et droits humains. Point. Le soubassement devrait être cette conférence d'entente nationale où tous les Maliens s'entendent sur une chose. Parce que parler d'aspect politique institutionnel, nouvelle gouvernance au Mali, ça ne regarde pas que les groupes rebelles, ça ne regarde pas que les régions du Nord. Il faudrait qu'on se comprenne. Défense, sécurité au Mali, ce n'est pas que le Nord. C'est partout. Aujourd'hui, nous parlons du centre. Comme maître l'a dit, il y a aussi le centre. Il y a le centre, mais disons tout net que ce centre-là, le problème fondamental, on parle de Amadou Koufa, djihadiste allié avec Ansardine et Atmi, mais je pense que tout est lié. Et il y a eu des relents à Sikasso, Misséni, à Bamako ici, et même à Nioro. Il y a eu des attaques djihadistes pratiquement dans tout le Mali, je peux le dire ainsi. Donc, il faudrait prendre la chose de façon nationale. Nous sommes dans un pays, une république une et indivisible. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Alors, qu'est-ce que nous voulons en faire? Il faudrait que tous les enfants de cette nation s'asseyent et étudient la question. Maintenant, le chronogramme, on ne peut pas l'avoir comme ça tant qu'on ne respecte pas les autres compartiments de l'accord. Il faudrait qu'on s'y fasse. Et justement, est-ce que l'accord doit être appliqué de façon linéaire d'un point 1 à un point 2 ou est-ce qu'on peut sauter d'un point 1 à un point 5 selon les dispositions qu'il y a en fait, moi je doute de la bonne foi des parties prenantes à l'accord. Je doute de leur bonne foi. Les groupes armés, les groupes armés et même souvent l'État.
Et c'est là où c'est encore plus inquiétant. Que l'État se mette au même niveau que parce que l'État devrait être au-dessus et mettre tous les protagonistes d'accord. L'État ne devrait pas se poser en termes de problèmes, mais en termes de solutions. Okay, pour mettre d'accord les uns et les autres. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, quels sont les termes de référence réels de l'accord? Est-ce que la société civile malienne doit être conviée? Est-ce que les partis politiques maliens devraient être conviés? En tout cas, les consultations vont bon train. Mais si on dit national, ça devrait l'être. Si on dit national, ça devrait l'être. Et l'accord, chaque fois on évoque l'aspect national. Une charte pour la réconciliation, l'unité, ainsi de suite, devrait être élaborée à l'issue de cette conférence. Mais on devrait pouvoir s'y faire. Pourquoi autant de complications? Avec la crise de 1991, qui, je me dis, n'était pas aussi peut-être dans les mêmes proportions. C'est vrai, il y a eu beaucoup de morts, mais beaucoup moins que ce que nous avons vu de 2012 à aujourd'hui. Mais ça s'est tenu en 2 semaines, avec près de 1500 participants. Ici à Bamako, et à la clé, on a eu une nouvelle constitution, on a eu une nouvelle charte de parti, on a eu une nouvelle loi électorale et plein d'autres choses en 2 semaines. Nous sommes encore là, nous ne savons pas encore où est-ce que cette chose-là devrait commencer, en parlant de la mise en œuvre de l'accord. Quand est-ce que ça va finir? C'est encore très très long. Maintenant, ce que je vais dire, peut-on oublier aussi la crise de 2012, le coup d'État? Peut-on l'oublier? Parce que les militaires qui l'ont fait ont pris prétexte les tueries du Nord. Donc vous pensez que c'est un dossier qui doit revenir dans la conférence internationale? Les causes profondes, l'accord le dit, analyser les causes profondes de la crise, et je me dis ça fait bien partie. On a égorgé plus de 100 militaires à Aguelhok. Ça fait partie, et ça fait un lever de bouclier à Kati qui a déferlé sur Koulouba, et nous avons eu ce que nous avons connu le 22 mars 2012. Merci M. Ça doit signifier quelque chose. On va revenir vers vous tout à l'heure. Alors, Maître Boubacar Kamara Coulibaly, une des questions, c'est le terme Azawad. C'est l'un des enjeux phares d'ailleurs de cette conférence d'entente nationale. Certains se plairaient même à dire que ce n'est que pour le terme Azawad que va avoir lieu cette conférence d'entente nationale. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce terme Azawad en tant que parti d'opposition? Merci. Mais avant, vous permettrez que je rebondisse un peu, je réplique à mon voisin de droite lorsqu'il a parlé du refus du FDR de la conférence d'entente nationale. Il faut que l'on se comprenne. Nous parlons de ce projet d'accord, enfin, disons cet accord portant réconciliation, paix et réconciliation au nord du Mali, qui parle de conférence d'entente nationale. Ce soir, nous sommes là pour parler de cela. Nous ne sommes pas là vraiment pour parler de choses du passé et pour des contingences vraiment d'intérêt politique d'un groupe à un certain moment. Il était évident que certains partis dits du centre et certains d'autres étaient vent debout pour faire en sorte que Amadou Aya, au terme d'un semblant de conférence, prenne le pouvoir après les 40 jours du président Djongda Traoré. Nous avons dit que nous ne sommes pas dans ça. Parce que, à supposer même que le FDR ait accepté, est-ce qu'on aurait pu parler de conférence nationale quand une partie du pays est dehors, quand les autres ne sont pas là? Ils ne peuvent pas parler, ils ne participent pas, on ne s'écoute pas. Non, il faut qu'on arrête tout ça. Parlons des choses sérieuses et avançons. Parce que pour moi, ce dont il parle, ce n'était pas sérieux. Voilà. Azawad, encore une fois, c'est une imposture, quoi. Vous savez, c'est ça le problème dans ce pays. On ne va jamais au fond des problèmes. On ne pose pas les problèmes précis. Mais c'est l'une des questions phares qui va être débattue. Mais je sais, mais pour moi c'est une imposture, je le dis. Moi je le dis, c'est une imposture. Je ne suis pas du Nord. Je suis le cousin de toutes les populations vivant au nord du Mali. Je suis Koulibaly. Je suis à équidistance de toutes les grandes familles au nord du Mali. Je peux parler à toutes les familles. Je peux aller à Kidal, parler à Lamenoka, lui dire ce que je pense et sortir de chez lui. Sans problème. C'est une imposture parce que, heureusement que les Tombouctiens sont là. On le sait, l'Azawad se trouve où?
Certains disent entre Tombouctou et Arawan, d'autres disent entre Arawan et Taoudeni, mais ce qui est certain, ce n'est ni à Gao, ce n'est ni à Kidal. Et on sait également que c'est une espèce d'oued asséchée, en tout cas quand pendant la saison sèche, il y fait bon là-bas, on envoie les animaux y paître. Donc l'Azawad ne se trouve pas du tout de ce côté-là. Dans l'histoire du Mali, je n'ai jamais entendu parler d'un royaume appelé Azawad, ni d'un empire appelé Azawad. Au nom de quoi tout le nord va se faire appeler Azawad? Au nom de quoi? Mais justement, Boulan Barou, est-ce que... Au nom de quoi? Moi je veux comprendre comme ils le disent. Au nom de quoi? Quelle légitimité historique fonde cela? Est-ce que cette conférence d'entente nationale ne va pas mettre à plat? Mais est-ce qu'on n'accorde pas un peu trop d'intérêt justement à cela? Est-ce que cela ne risque pas d'occulter les vraies questions de fond? Non, je pense qu'il est toujours bon, je l'ai dit une fois de plus, que depuis le déclenchement de la crise, que les Maliens n'ont pas eu la chance et l'occasion de s'asseoir en terre malien pour débattre. Et je pense qu'il n'y a pas plus sérieux que ça. Et je l'ai dit, je le maintiens. C'est l'occasion tout trouver pour nous de se retrouver au Mali et de débattre. Quel qu'en soit les enjeux du moment, il faudrait au moins qu'on se retrouve en termes malins pour débattre. Prenons l'exemple sur le Burkina. Les Burkina, il y a une crise après nous. Mais où est-ce que vous avez entendu qu'ils sont partis débattre de leur crise ailleurs? Non, ça a été tous débattu au Burkina. Et je le maintiens que vraiment l'opportunité aujourd'hui de tenir cette conférence-là ne souffre d'aucune ambiguïté. Maintenant, nous l'avons cherché il y a longtemps, on ne l'a pas ici. Ça vient, nous le saluons à deux mains. Maintenant, par rapport à la question de l'Azawad, c'est vrai, c'est l'une des thématiques qui n'ont pas été tranchées en Algérie. Parce que c'est la question de l'Azawad, où si on doit réfléchir sur les causes profondes de la crise, c'est le comportement indépendantiste de certains groupes depuis belle lurette qui essaient de brandir cette question d'Azawad là. La question n'a pas été tranchée en Algérie. Et maintenant, on a demandé de rapatrier maintenant cette question de l'Azawad là pour qu'on puisse avoir une lecture commune par rapport à la connotation de l'Azawad. Qu'est-ce que l'Azawad signifie? Ça fait partie des enjeux de la conférence d'entente nationale. Maintenant, si l'Azawad signifie Folona ou Beledougou ou Wassoulou, tant mieux. Mais si c'est autre chose, on n'est pas d'accord. Donc moi je pense qu'il y a des aires géographiques au Mali où il y a les Senou, Folona, Beledougou, Wassoulou, et ainsi de suite. Ça existe beaucoup. Maintenant, si c'est ça, là, on peut le mettre dans un contexte et puis on passe. Mais si c'est pour autre chose... Si les 5 régions du Nord décidaient de se faire appeler Azawad, est-ce que... Les 5 régions du Nord, c'est quoi? C'est que par rapport à ça, il y a eu des lignes rouges qui ont été clairement définies. Les 4 régions du Nord. On a parlé, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, et le caractère unitaire de l'État. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui sont très précises dans l'accord. C'est bien, c'est... Maintenant, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce n'est pas un groupe armé qui va s'élever pour imposer l'appellation à une zone ou à une population. Si l'ensemble des populations du Nord se soulèvent tout de suite pour dire qu'on veut qu'on nous appelle Azawad, mais là aussi on va traiter cette question. Mais ce n'est pas par un groupe armé qui s'élève pour dire que nous voulons que cette zone-là soit appelée Azawad et que les gens vont accepter. Je pense qu'interroger tout simplement la population de cette zone-là, vous verrez que les gens sont plutôt remontés contre cette question d'Azawad plus que tout le monde. Donc c'est l'occasion de tout trouver, comme on dit, qu'on tire les choses au clair. Que l'Azawad ne peut pas être un État. Et l'Azawad ne peut pas exister. Ça, l'accord l'a réglé, hein, l'unicité de l'État, le caractère laïque de l'État. Oui. Mais maître, quand on parle d'inclusivité autour de certaines valeurs dans la conférence d'entente nationale, est-ce qu'il faut l'ouvrir à Yadagali et à Amadou Nkoufa qui sont maliens également? Personnellement, moi je ne pense pas qu'il faille jusque-là parce que c'est une vraie fausse bonne idée parce que c'est des gens qui ont fait des options et ces options sont aussi claires que précises. Dans tous les pays du monde, on ne peut accepter vraiment d'aller vers ce genre de compromis qui nous mène à la compromission. Déjà, on a fait un très grand pas
en essayant de séparer fictivement ces groupes armés ainsi que leurs acolytes qui sont djihadistes, ce qui nous pose tout le problème qu'on a au nord du Mali. La question des transvasements, la question également des changements de drapeau en fonction des lieux pour dire on est de ceci ou cela, tout ça c'est parce qu'on a essayé de séparer de manière fictive des choses qui sont pour moi les mêmes. Mais pour revenir à la question de l'Azawad, je pense que l'accord en a parlé et l'accord est même avancé sur la question parce que l'accord a reconnu cette notion d'Azawad comme étant une entité mémorielle, géographique, socio-culturelle, historique et tout ce qui s'ensuit. Donc quand on se réfère au terme de référence autour des projets de termes de référence, on se rend compte simplement que ça c'est acquis. Déjà, c'est une entité mémorielle, historique et tout le reste. Maintenant, le contenu qu'on va donner à cela, c'est là où la population va intervenir maintenant pour dire, voilà notre perception de l'Azawad. On entend très couramment au sud ici dire que, bon, le Beledougou existe, le Wassoulou existe, tout ça, c'est vrai. C'est des terroirs. Ça charrie une culture. Mais l'utilisation de la terminologie Azawad cache derrière elle une forme de reconquête d'un territoire qu'eux, ils ont estimé pris par l'État du Mali. C'est ça le côté insidieux de la terminologie Azawad. Sinon, Azawad, c'est un territoire reconnu par les Tombouctiens. Mais prendre ce terroir, cette appellation, pour essayer de rebaptiser toutes les populations du Nord, en prétextant du fait que c'est une entité qui a existé, qu'on a été envahi par le Mali, maintenant on souhaiterait libérer cet Azawad-là, je pense qu'on tombe dans une forme de négation de toute une histoire des peuples sédentaires du Noir, une négation de tout ce que le Mali a été de ce côté. C'est ce qui pose les vrais problèmes jusqu'à présent. Quand on essaie de simplifier les questions, on se rend compte que de manière insidieuse, ça nous amène à ce sentiment de rejet, ça nous amène au repli sur soi. Regardez un tout petit peu les populations du Nord aujourd'hui, Tombouctou, Gao, où l'État est un peu représenté. Ces populations sont en train de dire au monde entier que ces gens-là ne nous représentent pas. Nous ne sommes pas de ce combat-là, nous ne les avons pas mandatés. Donc la conférence d'entente nationale va être l'occasion pour que le monde entier sache qu'en réalité, l'Azawad est un terroir et qu'il faut restituer à ce terroir vraiment sa vraie dignité. Ne pas la sortir de son contexte, ne pas pervertir cette appellation, parce que là, c'est une perversion. Donc, cette conférence internationale va nous permettre d'avoir cela au minimum. Mais, ce sur quoi il faut insister, c'est vraiment la dimension stratégique de la conférence. Le caractère souverain ou pas. Ce n'est pas pour rien que le portage de l'organisation a été donné au médiateur de la République. C'est quelque chose de très intelligent, parce que l'État est une partie. Les groupes armés sont une partie. Donc l'État en tant que partie signataire ne peut pas organiser la conférence d'entente nationale. Ça peut créer des problèmes et des frustrations et des soupçons du côté des groupes armés. Donc si on a donné aux médiateurs, ça a ses avantages, mais ça peut avoir ses inconvénients. L'inconvénient serait simplement de rentrer vraiment dans le polissage en ne posant pas les vrais problèmes dans l'optique simplement d'une recherche consensuelle de solutions, ce qui ne va pas forcément nous aider. Il faut aller dans les causes profondes et cette rébellion en réalité, même si elle n'est pas touareg, c'est des rebelles, c'est des Touaregs qui prennent les armes. Pourquoi certains Touaregs prennent toujours les armes au Mali? Vous allez voir que dans les termes de référence et dans les débats qui vont se poser, on va essayer d'éluder cette question en parlant de conflits en général. Mais quelles sont les communautés au nord du Mali qui portent les armes? C'est des communautés, c'est des personnes généralement qui sont issues de la communauté Touareg. Pourquoi ces personnes de la communauté Touareg et de quelle partie de la communauté Touareg prennent les armes? Si on a le courage d'affronter les questions de cette manière-là, on pourra avancer. Poser également la question dans une perspective historique. Regardez en face notre histoire. Parce que dans le nord du Mali, nous qui sommes là-bas, nous savons que dans le temps, il y a des populations d'origine touareg qui ont fait l'objet d'exactions. Il y a eu des pertes de biens. Il y a eu des destructions de familles. Qu'on amène également ces véritables questions où l'armée a eu à déraper, il faut le reconnaître aussi. Tant qu'on ne va pas vers cette vérité vraie et qu'on continue toujours dans le consensus ou dans le saupoudrage, on n'avancera pas. Merci. Exceptionnellement, mesdames et messieurs, on va ignorer la seconde pause, juste pour venir donner la parole à Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant et analyste. Quelle est votre perception de la chose quand on parle d'inclure, certains l'ont dit depuis longtemps qu'il faut négocier avec Iyad Agali. Moi je dirais, quelle est votre analyse si on doit inclure ou pas des Maliens comme Iyad Agali et Amadou Koufa dans cette conférence d'entente nationale? Est-ce que ça pourrait servir la paix? C'est une option qui est posée et nous devrons
l'analyser, mais sur la base des principes, sans nous régner en tant que Mali, en tant qu'État, en tant que République du Mali. Nous sommes dans une république laïque. Okay? Et ce n'est pas la première fois que des idéologies religieuses s'expriment de façon extrême. Ok, nous avons, et je pense que nous devrons avoir des instruments pour les gérer. L'envergure que ça a pris aujourd'hui avec le terrorisme ambiant à travers le monde, ok, fait que nous devrions les regarder de façon particulière. Maintenant, est-il possible de négocier avec des groupes religieux extrémistes qui réclament que la loi islamique s'applique dans toute sa plénitude? Parce que c'était cela. Et ils l'ont déclamé au tout début de cette crise en disant que ce n'est pas négociable. Et je pense que Yad Agali, au travers de ses différentes communications, au fil de la presse, l'a toujours réaffirmé. Okay? Je me dis, maintenant, les écouter, oui, c'est possible. Les envoyer des émissaires, oui. Maintenant, négocier sur quoi? Sur le caractère républicain de notre État? Je ne pense pas que ça soit possible, alors que c'est ce qu'eux, ils remettent en cause. Okay. Maintenant, revenant aussi... Ils remettent en cause la laïcité. La laïcité, le caractère républicain, okay, donc de notre État. Et ça, je pense que ça remettrait en cause fondamentalement notre existence en tant que République du Mali. Ça doit être regardé en face. Maintenant, je me dis que tout cela, c'est un montage, parce que il y a des choses qui ne doivent pas être négociables pour un État. Sinon, nous n'existerons pas en tant que tels. Le terrorisme, je l'ai dit, c'est au travers le Pakistan, l'Afghanistan, la France, les États-Unis, l'Égypte, l'Algérie, qui est juste à côté, a été frappée de plein fouet dans les années 90 par le fils, qui a pratiquement, presque démocratiquement pris le pouvoir, mais c'était tellement insidieux, comme Maître l'a dit tout à l'heure, qu'il faut quand même mettre un holà, okay, à ce droit. Maintenant, je voudrais quand même rebondir sur la question dite de l'Azawad. Rapidement. Je me joins à la voix de Maître Coulibaly, c'est une imposture, pure imposture. Ça nous mène en bateau, on nous focalise sur le superflu pour nous faire oublier l'essentiel. C'est ce jeu-là de communication que c'est un piège dans lequel notre État est tombé. Point. Alors, si on suit leur logique, est-ce que les thèmes de référence de la conférence d'entente nationale ne seront pas montés de sorte que ceux qui clament cette histoire d'Azawad soient seuls justement à la table pour finalement dire oui, tout le Mali accepte que c'est une réalité socio-politique du Mali. Pourquoi je dis que c'est une imposture? Nous avons aujourd'hui 703 communes au Mali. À l'occasion de l'ouverture pour la décentralisation dans les années 96-97, mais les 703 communes ont eu 703 fois l'occasion de porter le nom Azawad, personne ne l'a emprunté. Parce que ça ne représentait rien. Absolument rien. C'est juste un bout de territoire. Mais aujourd'hui, ils ont dit, bon, ça peut servir le ciment pour les communautés arabo-berbères, ok, de pouvoir justement emprunter cela. Mais c'est une imposture. L'empire du Mandé a existé, l'empire Songhai a existé, Gao existe, Tombouctou. Oh, on a beaucoup plus de noms illustres. Merci, M. Maïga. Okay, alors, pour le Nord. L'opposition, oui. Boubacar Coulibaly, quelles sont vos attentes profondes par rapport à cette conférence d'entente nationale? Vous attendez quoi? Je pense que nos attentes ont été... clairement... Vous avez été consulté par le médiateur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Excepté d'ailleurs les organismes des droits de l'homme qui n'ont pas été consultés, qui ne sont même pas pris en compte dans nous avons été consultés nationale. Et nous avons fait paraître un document qui a été non seulement transmis au médiateur, mais également qui a été porté sur la place publique, où nous dévoilons nos attentes par rapport à cela. Comme je l'ai dit, nous, ce que nous voulons simplement, c'est que tous les problèmes, tous les défis auxquels le pays, l'État malien est aujourd'hui confronté, qu'on puisse en parler au cours de cette conférence-là et de façon consensuelle entre citoyens d'un pays, qu'on puisse convenir d'un certain nombre
de solutions par rapport à ces grands défis-là. Et comme je l'ai dit, on va dégager une feuille de route que le gouvernement sera chargé d'appliquer. Et nous autres, qui n'avons pas, auxquels le pays et les Maliens n'ont pas donné la responsabilité de la gouvernance, de la gestion, nous serons là pour surveiller l'application de cette feuille de route. C'est tout ce que nous demandons. Et malheureusement, nous avons l'impression que c'est ce même État qui dit oui, c'est une opportunité, oui, il faut que les Maliens se parlent, nous nous en réjouissons, mais c'est cet État qui freine vraiment des cas de fer pour que tout ce que nous demandons ne puisse pas être pris en compte dans le cadre de cette conférence d'entente. Encore une fois, nous les rassurons. Nous ne voulons mettre personne dehors. Nous ne voulons, comment dirais-je, circonvenir le mandat de qui que ce soit, circonscrire le mandat de qui que ce soit. Nous ne demandons à personne de se mettre de côté. Nous sommes républicains, le mandat ira jusqu'à son terme. Nous avons tous vraiment opté pour cela en acceptant d'être dans une république et en démocratie, en acceptant que celui qui est sorti vainqueur des urnes puisse vraiment assumer et gérer tout assumer, comment dirais-je, sa responsabilité. Merci. Donc par rapport à cela, je vais être très très précis. Je voudrais vraiment encore une fois en appeler à l'État, en appeler au gouvernement, en appeler vraiment au régime qu'il faut qu'il sorte de la complotite, quoi. Il faut pas parce que eux ils voient dans toutes les initiatives de l'opposition un complot quelque part, une façon de... Non, il n'y a aucun piège, il n'y a aucune malice. Nous sommes confrontés à ce problème-là. Tous ces problèmes-là, c'est connu. Nous sommes de ce pays, nous avons des enfants, des parents. Merci, M. Boubacar. Donc vraiment, c'est nous tous, quoi, qu'on en parle. Vraiment, il n'y a aucune malice, il n'y a aucun piège. Boulan Barrow, vous êtes du Sénat de Faso Hiroaton, parti de la majorité. Quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence d'entente nationale aujourd'hui? Nos attentes sont un peu claires et Maître Mohamed venait de le dire, c'est pour perfectionner en réalité l'accord. Comme les gens, on peut le comprendre. Il y a d'autres problèmes qui sont venus après la signature de l'accord. Je pense qu'il a bien dit aussi depuis le départ que c'était un accord pour la paix et non un accord de paix. Cela veut dire que la paix ne se décrète pas à partir de la signature de cet accord. Donc, nous sommes en train d'aller, c'est dans la mise en œuvre de l'accord, on se rend compte qu'il y a des imperfections. Et d'ailleurs, ce n'est même pas parfait depuis la signature. Donc, par rapport à la mise en œuvre, on a constaté qu'il y a des insuffisances, il y a même des problèmes d'interprétation. Donc, là, ce débat-là va permettre, il ne faudrait pas que ce soit un débat, c'est pas seulement axé sur la question de la loi. Non, on va réfléchir sur les causes profondes de la crise depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est l'occasion de tout trouver. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition demande au gouvernement et que le gouvernement refuse? Il n'y a pas de complot. On l'a dit tout simplement, par rapport à la tenue de cette conférence d'entente nationale, ça a été confié à la médiature. Juste pour quand même qu'il y ait l'équilibre. Je pense que et le gouvernement et les partis politiques, aujourd'hui quand on parle de majorité, on parle d'opposition. Mais je pense qu'il y a majorité et minorité. Mais si l'opposition doit s'opposer, l'opposition s'oppose aux actions du gouvernement. Mais pour cette fois-ci, c'est l'accord a prévu la tenue de la conférence internationale. Est-ce aujourd'hui, il est opportun qu'on aille à cette conférence internationale? Là, il y a cette opportunité, elle est bel et bien là. Maintenant, ceux qui demandent, ils ont fait des réserves par rapport à la tenue au thème de référence. Je pense que c'est auprès de la médiature qu'ils ont déposé les documents. C'est à la médiature d'examiner les réserves qu'ils ont formulées par rapport au thème de référence. Le gouvernement, les partis de la majorité ont aussi émis les observations par rapport à les réserves. C'est quoi? Ils veulent que ce soit une conférence d'entente, une conférence souveraine nationale. Maintenant, c'est là le débat. Qu'on accepte d'aller à un débat clair. Maintenant, nous, à notre niveau, nous disons qu'il y a conférence nationale souveraine lorsqu'il y a une rupture constitutionnelle. Tel n'est pas le cas. Dites-moi très rapidement, il nous reste à peine une minute, par rapport aux défenseurs des droits de l'homme qui n'ont pas été conviés justement pour la conférence d'entente nationale. Est-ce que vous trouvez que est-ce que c'est normal? Les défenseurs des droits de l'homme, la MDH, l'Amnesty International, etc. Ils doivent être conviés, ils doivent être conviés. Je ne vois pas c'est le souci de l'inclusivité, ils doivent être conviés. Je pense vous venez de dire qu'on n'a pas encore même fixé une date. Après, il faudra dire que X ou Y a été exclu. On ne peut pas d'ores et déjà dire qu'ils ont été exclus. Ils doivent être conviés.
leur présence est fortement demandée d'ailleurs. Maintenant, maître, il nous reste 30 secondes. 30 secondes, Ben Mamata, 30 secondes. Pardon, non, je voudrais qu'il arrête de dire que la conférence nationale souveraine est toujours exclusive par rapport, vraiment relève seulement de cas de rupture de légalité. Le Bénin a fait sa conférence nationale souveraine, il n'y avait pas de rupture de légalité. Messieurs, le temps ne nous permet plus. Elle était souveraine. Messieurs, s'il vous plaît, le temps imparti est fini. Ça va nous laisser l'occasion justement d'organiser un autre débat certainement sur la question. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci à vous. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Sedumbo était à la mise en onde, Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Merci, à demain pour nous. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.